prime jeunesse, la Terre est un enfer des premiers âges. Bombardée par des milliards d'astéroïdes et de comètes. Le Soleil est moins lumineux qu'à notre époque. La Lune, beaucoup plus proche de la Terre. Aucune trace d'eau. De sa surface brûlée par les rayons ultraviolets, des éruptions volcaniques libèrent des gaz nocifs dans l'atmosphère primitive. Comment cette planète hostile s'est-elle transformée en une Terre où la vie s'est épanouie jusqu'à l'évolution de l'homme? Notre Terre est âgée de plus de 4,5 milliards d'années. Afin de comprendre le gigantisme du temps géologique, imaginons que toute l'histoire de la Terre puisse se réduire à une seule journée de 24 heures. Si l'on remonte le temps à partir de minuit, les premiers humains foulent le sol de la planète exactement 30 secondes avant minuit. Les dinosaures apparaissent juste avant 22h50. Les premiers animaux multicellulaires commencent à évoluer à 21h05. Avant eux, seuls existent des organismes vivants unicellulaires dont les premiers spécimens apparaissent un peu avant 4 heures du matin. Ce film traite de la première heure du jour où une série de phénomènes extraordinaires a transformé une planète violente et hostile en ce monde qui nous est aujourd'hui familier. L'histoire de la formation de la Terre commence bien avant minuit. À l'origine, notre planète rocheuse n'est que poussière flottant dans l'espace. Poussière composée de débris d'anciennes étoiles géantes qui, au terme de leur vie, ont explosé. C'est de ces supernovae que proviennent tous les éléments que nous connaissons actuellement. Le fer, le carbone, ainsi que l'or et des substances radioactives comme l'uranium. En se refroidissant, la poussière d'étoiles se densifie. Sous l'effet de la gravité, le nuage de poussière s'effondre sur lui-même, formant un disque géant en rotation, la nébuleuse solaire. En son centre naît une étoile, notre Soleil. L'hydrogène et l'hélium, balayés aux confins du disque, se condensent pour former les planètes gazeuses. Il ne reste plus alors que des grains de poussière en orbite autour du Soleil. Les grains de poussière tournent autour de ce jeune soleil comme sur un champ de course, et parfois ils entrent en collision. C'est comme chez vous. Si vous regardez sous le lit, vous verrez que des petits grains de poussière s'amassent pour former un plus gros tas. C'est ce genre de phénomène qui se produit dans le système solaire. Si les grains se heurtent lentement, selon une trajectoire basse, ils s'accumulent pour former une plus grande masse qui grossit peu à peu. Une fois la poussière devenue rocher, la violence des impacts dégage une chaleur intense. Parfois, la collision entre ces masses rocheuses se solde par leur destruction pure et simple.
Si les corps se heurtent de plein fouet, selon un angle aigu ou à toute vitesse, ils se désagrègent comme si l'on tirait une balle dans un mur. Pourtant, certains de ces rochers résistent au choc. Au fur et à mesure qu'ils grossissent, leur gravité augmente, attirant d'autant plus d'objets. 10 000 ans plus tard, ces corps planétaires appelés planétésimaux prennent une telle ampleur qu'ils deviennent des sphères rocheuses de 16 km de diamètre. Au fil du temps, une vingtaine de ces planétésimaux atteignent la taille de notre Lune. Au cours de collisions futures, ils s'agrégeront pour former les 4 planètes rocheuses qui subsistent aujourd'hui: Mercure, Vénus, Mars et notre Terre. Il est minuit. Et là commence l'histoire de notre planète naissante. La jeune Terre est une immense boule rocheuse recouverte de lave en fusion incandescente. Il est pratiquement impossible aux scientifiques de déterminer la date exacte de la naissance de notre planète, car toutes les traces de la Terre primitive ont depuis longtemps disparu. Les seuls indices dont disposent les chercheurs se trouvent dans les autres corps célestes formés à la même période. Les astéroïdes, débris rocheux, vestiges de la formation du système solaire. Entre Mars et Jupiter, plus de 3 trillions de corps rocheux sont prisonniers de la ceinture d'astéroïdes. Certains d'entre eux sont aussi primitifs que les grains de poussière dont est issue la Terre. Les collisions font parfois dévier les astéroïdes de leur trajectoire. Chaque année, 40 000 tonnes de ces corps célestes sont éjectées de leur orbite et tombent sur Terre sous forme de météorites, certaines d'un poids pouvant atteindre 200 tonnes. Un communiqué scientifique. Une météorite qui a illuminé le ciel du Canada nous éclaire sur le passé lointain. Une boule de feu a traversé le ciel au-dessus de Whitehorse, dans le sud du Yukon, tôt mardi matin. Les habitants ont été les témoins oculaires de la chute spectaculaire d'un météore en feu. Sa taille est telle qu'il a laissé derrière lui cette traînée de poussière. Au Canada, un pilote de la région est le premier à repérer cette météorite. Des débris de l'explosion de la boule de feu sont tombés dans le lac Tagish, qui au mois de janvier 2000 est entièrement gelé. Le pilote prélève quelques fragments dans la glace et, comprenant qu'il vient de faire une découverte importante, en envoie un échantillon à la NASA. Michael Zolensky, expert en météorites à la NASA, reconnaît immédiatement une chondrite carbonée, météorite composée de la même poussière que celle qui a formé la Terre. La NASA réunit à la hâte une équipe de scientifiques. Leur mission, recueillir le plus possible de débris de la météorite. C'est une occasion rêvée. Les 3000 fragments de la météorite, disséminés dans le lac gelé, pourraient chacun receler des indices sur le commencement de la Terre. Les scientifiques espèrent que les fragments n'ont pas été contaminés et qu'ils présentent toujours les mêmes caractéristiques qu'à leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Si cette météorite est primitive, elle révélera les propriétés chimiques exactes des grains de poussière qui ont formé la Terre originelle.
c'est avec un vif intérêt que Michael Zolensky analyse son premier fragment. Cette météorite est vraiment spéciale. Elle a la plus haute teneur en carbone et la plus forte concentration de grains interstellaires de toutes les météorites. Elle est aussi très riche en eau. La formation de ces fragments ayant eu lieu en même temps que celle des planètes, ils sont utiles dans la datation précise de la création de la Terre. En effectuant une datation radiométrique, Michael Zolensky et ses confrères réussissent à déterminer la période de la formation de la Terre. Il y a 4 milliards 550 millions d'années. Quand on fait la datation de météorites, on se rend compte que presque toutes ont le même âge, environ 4 milliards 550 millions d'années, à quelques dizaines ou centaines de millions d'années près. Nous considérons alors la date la plus ancienne comme l'âge initial du système solaire. L'histoire de notre planète a commencé. Dans notre journée de 24 heures, il est bientôt 0h08. La Terre est sur le point de vivre sa première grande catastrophe. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre est une sphère rocheuse non différenciée. Des volcans déversent d'énormes quantités de lave sur sa surface bouillonnante. Notre planète, alors hostile, est sur le point de subir le premier d'une série d'événements qui vont la transformer d'une manière irréversible. Les éléments radioactifs, piégés lors de la formation de la planète, la chauffent de l'intérieur. Au même moment, la force gravitationnelle de la Terre attire d'énormes quantités de débris célestes. Le bombardement accroît considérablement la température en surface. La combinaison de ces deux facteurs produit un effet catastrophique. À 0h08 sur notre horloge terrestre, la planète entière devient une véritable fournaise. À partir de 1200 degrés Celsius, le fer commence à fondre et à couler. Nous pensons qu'à un moment donné, la Terre n'était qu'une gouttelette de magma en fusion flottant dans l'espace. Dans une masse entièrement fluide comme celle-ci, les éléments les plus denses, y compris le fer, plongent dans les profondeurs, tandis que les éléments plus légers, comme les corps riches en carbone et en eau, remontent à la surface et y flottent comme des algues sur un lac. Cette gigantesque migration des éléments est la période d'accrétion. Le fer, qui s'accumule au cœur de la Terre, forme un noyau liquéfié d'une dimension égale aux 3/4 de la masse lunaire. Des tourbillons de ce métal en fusion naît une force invisible qui, aujourd'hui encore, participe à notre survie, le champ magnétique terrestre. À l'intérieur du noyau fluide, une convection agissant comme une dynamo génère des courants électriques qui, à leur tour, transforment la Terre en un aimant géant doté de 2 pôles magnétiques, l'un au nord, l'autre au sud. Aujourd'hui,
on trouve des preuves de la continuité d'une activité intense au centre de notre planète, dans les vastes étendues enneigées de l'archipel arctique canadien. Depuis 30 ans, Larry Newitt, de la Commission géologique du Canada, part chaque année à la recherche du pôle Nord magnétique. Il passe des semaines d'affilée dans cet univers glacé, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, sous des températures jamais supérieures à moins 20 degrés. Tous les navigateurs du monde sont tributaires de Larry, car son travail consiste à relever la position exacte du pôle magnétique. Au cours du XXe siècle, il a changé de position chaque année. Il se trouve à présent à 200 km au large des côtes canadiennes. Le pôle Nord géographique occupe une position fixe, tandis que le pôle magnétique se déplace constamment. Pendant une grande partie du siècle dernier, il s'est déplacé de 10 km par an. Mais depuis les années 70, il accélère le rythme à 40 km par an. Si cette progression se poursuit, il atteindra la Sibérie d'ici 40 à 50 ans. Mais c'est une extrapolation risquée. Nous ne savons pas où il se dirigera. La position changeante du pôle magnétique prouve qu'à l'intérieur du noyau terrestre métallique fluide, les courants de convection sont perpétuellement en mouvement. Sans ce noyau de métal liquide, la Terre primitive aurait été dépourvue d'atmosphère et la vie n'y serait jamais apparue. La raison en est simple, l'espace n'est pas viable. Il fourmille de particules chargées hautement dangereuses qui peuvent être 10 fois plus mortelles que les radiations d'une explosion nucléaire. Ces particules sont émises lors des grandes éruptions solaires. C'est le vent solaire. Ce flux dévastateur s'élance vers la Terre à la vitesse moyenne de 400 km/s, soit 1 400 000 km/h. Si ce vent devait toucher la surface de notre planète, il anéantirait l'atmosphère dans quelques milliers d'années. Mais le champ magnétique terrestre sert de bouclier protecteur qui dévie la trajectoire des particules solaires. Sans son noyau fluide, notre planète ne serait qu'une sphère rocheuse stérile, dépourvue ou presque d'atmosphère. C'est le sort tragique qui a frappé notre planète voisine, Mars. Il y a 4 milliards d'années, la planète rouge possédait aussi un noyau de fer liquéfié et un champ magnétique semblable au nôtre. Une atmosphère s'y était développée qui aurait pu accueillir la vie. Mais Mars, plus petit que la Terre, s'est refroidi plus rapidement et son noyau de fer s'est totalement solidifié. Une fois son champ magnétique disparu, son atmosphère a été balayée par le vent solaire. La surface de Mars est maintenant un désert stérile, brûlé par les radiations solaires. Sur notre horloge, il est 0h16. La période de différenciation du fer marque la raréfaction de ce métal en surface. En se refroidissant, de vastes étendues se solidifient. Pourtant, la Terre reste hostile et inhabitable. Des éruptions volcaniques incessantes projettent des gaz chauds dans l'atmosphère épaisse perturbée. Ce paysage d'un autre monde baigne dans un nuage toxique d'hydrogène sulfuré, de méthane et de vapeur. Ce milieu privé d'oxygène, sans couche d'ozone pour le protéger des rayons ultraviolets mortels, n'aurait jamais été propice à la vie humaine. Le décor est planté pour le prochain traumatisme dans l'histoire de la jeune planète. Un événement si catastrophique qu'il a presque détruit la Terre.
En revanche, il donnera naissance à la Lune. Depuis l'époque où nos ancêtres ont commencé à observer le ciel, l'origine de la Lune est restée mystérieuse. Mais dans les années 1970, le planétologue Bill Hartmann avance la théorie scientifique la plus révolutionnaire de notre temps. Au Texas, ce télescope de l'observatoire McDonald scrute la Lune depuis plus de 40 ans. Voilà la Lune. On pointe sur des cratères? Dans les années 1960, Bill Hartmann ainsi que tous les planétologues espèrent que les missions Apollo résoudront le mystère de la création de la Lune. L'une des motivations scientifiques de ce programme était qu'en allant sur la Lune, on y trouverait des roches anciennes datant d'il y a 4,5 milliards d'années, ce qui nous renseignerait sur son origine. La mission des astronautes d'Apollo est de prélever des échantillons de roches sur les vieilles hauteurs de la Lune. Après le retour de la mission Apollo, les scientifiques calculent l'âge des roches au moyen de la datation radiométrique. Les résultats sont surprenants. La Lune est plus jeune que la Terre. Et d'autres révélations allaient suivre. Nous avons constaté que les échantillons prélevés sur la Lune avaient la même composition chimique que les éléments terrestres, mais qu'ils étaient différents de tout ce qui existe dans le système solaire. Nous en avons alors déduit que la Lune était faite des mêmes constituants de base que la Terre. Bill Hartmann est confronté à une autre énigme. Les roches lunaires ne présentent que d'infimes traces de fer. N'écoutant que son inspiration, il propose une théorie très controversée. La Lune serait faite de matériaux éjectés des couches externes de la Terre. L'idée est simple. On a supposé que pendant la formation de la Terre, un autre grand corps céleste voisin, situé à la même distance du Soleil et composé des mêmes éléments que notre planète, a encore grossi avant d'entrer en collision avec la Terre. L'idée est révolutionnaire. Elle suggère que 50 000 ans après la formation de la Terre, un planétésimal flottait encore en liberté dans l'espace. Cette énorme masse rocheuse, d'une taille approchant celle de Mars, suivait une trajectoire qui allait rencontrer celle de la Terre. L'aiguille approche 0h16 sur notre horloge et aucun signe de lune dans le ciel. La chaleur dégagée par l'impact fait fondre et le planétésimal et les couches extérieures de la Terre. Ils fusionnent en une seule planète, une nouvelle Terre, plus grande. D'énormes quantités de roches en fusion sont éjectées sur orbite. Au cours des quelques milliers d'années qui suivent, les débris s'agrègent et forment la Lune. Quand en 1974, Bill Hartmann expose sa théorie, la majorité du corps scientifique est sceptique. Quand nous étions étudiants en géologie, on nous apprenait que tous les processus étaient lents. Un grain de sable, puis un autre, et ainsi de suite. Alors nos confrères nous ont dit qu'on ne devait pas accréditer ce scénario avant d'avoir épuisé tous les autres.
Bill Hartmann devra attendre 10 ans avant que sa théorie ne soit prise au sérieux. Des centaines de simulations sur ordinateur prouvent en fin de compte que la Lune pourrait être formée d'un agrégat de débris terrestres éjectés dans l'espace. Aujourd'hui, la théorie de Bill Hartmann est acceptée comme la plus plausible. Il est 0h16 et la Lune vient de naître. Elle est plus proche de la Terre et semble 15 fois plus grande que maintenant. À la suite de cette violente collision, la Terre tourne sur elle-même 5 fois plus vite qu'aujourd'hui. La journée ne dure que 5 heures. La proximité de la Lune exerce une énorme force d'attraction à la surface de la Terre. À chaque passage de la Lune, le sol terrestre enfle, puis retombe avec une amplitude pouvant atteindre 60 mètres. Ce mouvement de la croûte terrestre ralentit la vitesse de rotation de la Terre. Pour compenser ce phénomène, la Lune s'éloigne de plus en plus de notre planète. Depuis, son éloignement va croissant. Mesurer l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre n'avait toujours pas été résolu. Alors, quand des astronautes sont allés sur la Lune, ils y ont installé un énorme rétroréflecteur capable de renvoyer un rayon laser vers sa source. Sur Terre, à l'observatoire McDonald, les astronomes installent un laser assez puissant et assez précis pour viser le réflecteur installé sur la Lune. En 1969, les scientifiques prennent les premières mesures du temps que met un rayon laser pour atteindre la Lune, toucher le réflecteur et revenir sur Terre. Résultat, 2 secondes et demie. Les mesures obtenues au moyen du laser confirment que la Lune, actuellement à presque 400 000 km de la Terre, s'éloigne d'elle chaque année d'environ 6 cm. La violente collision qui a donné naissance à la Lune a fait basculer l'axe de notre planète d'un angle de 23 degrés. Sans l'influence stabilisatrice de la Lune, la Terre oscillerait dangereusement sur son axe. La planète serait sujette à de subites variations climatiques qui excluraient toute vie autre que primitive. Les scientifiques ont toujours pensé que notre planète s'était refroidie pendant des milliards d'années, avant qu'une croûte épaisse ne se forme et que l'eau ne coule à sa surface. Mais en Australie, d'anciennes roches remettent ce laps de temps en question. Dans l'ouest de l'Australie, ces rochers sont parmi les plus vieux qui existent sur Terre. Ils ont survécu miraculeusement aux innombrables phases de formation et de destruction de la croûte terrestre depuis que la Terre existe. C'est ici que des géologues ont trouvé, incrustés dans la roche, de minuscules cristaux de zircon, le minéral le plus ancien jamais trouvé sur Terre. Après avoir extrait les cristaux, le géologue Simon Wilde fait une découverte extraordinaire sur l'évolution de la jeune Terre. Si l'on étudie la composition chimique en détail, on s'aperçoit que ces cristaux se sont formés dans la croûte terrestre continentale. C'est la première fois que l'on a pu remonter dans l'histoire de la Terre jusqu'à 4 milliards 400 millions d'années. La découverte de Simon
suggère que la Terre s'est rapidement remise du traumatisme de la formation de la Lune. L'âge des zircons indique que la planète s'est refroidie et que sa croûte s'est formée à 0h48 sur notre horloge. Ces cristaux minuscules sont les derniers vestiges des premières heures de la vie de la Terre. Mais les zircons recèlent un secret bien plus important. En effectuant ses propres analyses, le géologue américain Stephen Mogesus découvre un fait encore plus surprenant sur les conditions qui prévalaient sur la jeune Terre. La croûte terrestre se présente comme un tapis dans une vieille maison. Pendant des centaines d'années, le tapis s'use sous les pas des gens jusqu'à ce qu'il n'en reste que la trame. Le processus géologique fonctionne d'une façon similaire. Les seuls vestiges de cette période reculée sont ces minuscules minéraux qui se trouvent dans les collines de Jack Hills, dans l'ouest de l'Australie. Les cristaux de zircon sont composés d'un mélange de zirconium, de silicium et d'oxygène. D'une dureté pratiquement équivalente à celle des diamants, ils sont capables de supporter n'importe quel soulèvement de la croûte terrestre. En janvier 2001, Stephen Mogesus déclare avoir fait une découverte révolutionnaire. Les plus vieux cristaux de zircon contiendraient un type d'oxygène connu sous le nom d'oxygène 18. La présence d'oxygène 18 ne s'explique que si les cristaux se sont formés dans un environnement essentiellement aquatique. Par le passé, les géologues pensaient que l'eau était apparue en abondance sur Terre environ 1 milliard d'années après la formation de notre planète. L'oxygène 18 indique que la présence d'eau sur la surface de la Terre est antérieure, 200 millions d'années après sa formation. Il n'est que 0h50 sur notre horloge. La croûte terrestre s'est suffisamment refroidie pour que la condensation de l'eau forme des lacs, voire des océans, comme le pense Stephen Mogesus. On peut imaginer que 200 millions d'années après la formation de la Terre, le paysage était fait d'îles et de petits continents baignés par un océan primitif dans lequel se sont formés les zircons. L'eau est l'élément vital à l'origine de la vie. Sans elle, aucun organisme vivant ne peut exister. Mais un mystère subsiste. D'où provient l'immense masse liquide des océans? Les premières activités volcaniques ont vraisemblablement dégagé une énorme quantité de vapeur dans l'atmosphère. Pourtant, selon certains chercheurs, les océans n'auraient pas pu se former de cette manière compte tenu du court laps de temps écoulé. Une autre théorie suggère que la plus grande partie de l'eau qui emplit nos océans serait venue de l'espace. Dans l'histoire condensée de notre Terre, il est près de 1h du matin. La croûte terrestre s'est refroidie et les océans occupent la surface récemment formée. Mais d'où provient toute cette eau? L'une des sources pourrait être les comètes. Les traces de ces anciens impacts ont toutes disparu. La surface originelle de la Terre est depuis longtemps érodée et détruite. Le planétologue Bill Hartmann rassemble des preuves sur les conditions existant sur la Terre primitive en étudiant notre satellite. La Lune porte les marques impressionnantes de la violence du bombardement d'astéroïdes et de comètes. Elle est criblée de cratères. Certains atteignent des centaines de kilomètres de diamètre. Pendant les 600 premiers millions d'années après sa formation, sa surface est bombardée par d'énormes débris. Selon les planétologues, la Lune a reçu plus d'1 million d'impacts majeurs.
À cause de sa taille supérieure et sa force de gravité, la Terre aurait subi un plus grand nombre de chocs, jusqu'à 14 millions. Nous avons tous entendu parler de l'impact qui a décimé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Ce genre de choc se produisait environ une fois par mois quand la Terre était jeune. Et cette pluie de débris émanant de la formation du système solaire s'est poursuivie pendant plusieurs centaines de millions d'années. Les comètes sont composées de grains de poussières et de glace qui datent de la formation du système solaire. À l'instar de boules de neige géantes impures, la moitié de leur masse est faite d'eau. Michael Meuma, l'un des experts en comètes de la NASA, pense que l'eau de nos océans pourrait venir des comètes. L'une des possibilités envisageables serait que l'eau de la Terre résulte de l'impact de corps célestes, à savoir les comètes, car elles sont riches en eau. Pour en avoir la preuve, il faut analyser la composition de l'eau cométaire et la comparer à celle de l'eau des océans. Dans les 20 dernières années, seules 4 comètes sont passées suffisamment près de la Terre pour permettre aux scientifiques de les étudier en détail. Parmi elles, la comète Hale-Bopp, visible en 1997. Une comète comme Hale-Bopp apporterait environ 10% de l'eau nécessaire pour remplir l'un des grands lacs américains. C'est beaucoup. Les océans étaient bien plus grands. Il faudrait beaucoup plus de comètes pour les remplir. Mais les comètes étaient très nombreuses au commencement du système solaire. Nous avons toutes les raisons de penser que la présence d'eau sur la Terre primitive est d'origine cométaire. Cette théorie suggère que sous la violence des impacts, la glace cométaire se serait évaporée, formant d'épais nuages qui auraient recouvert de vastes étendues terrestres. Les lourds nuages orageux auraient produit un déluge de pluie chaude et acide pendant des millions d'années. L'eau aurait tout d'abord formé les lacs et les rivières, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment abondante pour recouvrir la quasi-totalité du globe. Pourtant, la théorie de Michael Meuma n'est pas sans faille. Nos océans contiennent un mélange d'eau, H2O, et une petite quantité d'une eau moins ordinaire, HDO, connue sous le nom d'eau deutérée ou eau lourde. Or, le rapport de ces deux éléments contenus dans les comètes analysées jusqu'ici ne correspond pas à celui de nos océans. Les glaces des comètes contiennent 2 fois plus de deutérium que l'eau de nos océans. Si l'eau des océans provenait des comètes, ça ne ferait pas l'affaire. Elles n'ont pas les propriétés requises. Pourtant, Michael Meuma n'abandonne pas la partie. Il n'a peut-être pas étudié le type de comète adéquate. Jusqu'ici, ses analyses portaient sur les comètes originaires des confins de la nébuleuse solaire. Ce qu'il doit maintenant analyser est l'eau des comètes formées à proximité du Soleil. Les températures étant plus élevées au moment de leur formation, la proportion de deutérium contenu dans leur eau devrait être plus faible. Michael Meuma espère que la comète qui passera cette nuit à proximité de la Terre, la comète Linéar, sera l'un de ces objets rares. Analyser ce type de comète à une telle distance est la technique de pointe de l'astronomie. C'est une expérience très complexe et le résultat est aléatoire. C'est le moment de vérité. On nous demande souvent comment on peut analyser de l'eau dans un objet situé à 160 millions de kilomètres.
On utilise la méthode appelée spectroscopie. C'est comme si l'on prenait des empreintes digitales. Aucune raie des doigts n'est identique à une autre. C'est la même chose avec la lumière émise par une molécule donnée. Elle se traduit par des longueurs d'onde différentes. Mais les nouvelles technologies ne sont pas simples. Les spectrographes indiquent que la comète Linear contient une grande quantité d'eau, mais elle est moins brillante que prévu, et l'équipe éprouve des difficultés à obtenir des données cruciales sur l'eau lourde. Ce n'est pas aussi clair que nous l'avions espéré. C'est décevant. Les comètes sont inconstantes et imprévisibles. Elles sont comme des chats. Les deux ont une queue et ils agissent à leur guise. Michael Moma devra attendre le passage de la prochaine comète à proximité de la Terre pour tenter de prouver sa théorie. Entre-temps, l'origine des océans de notre planète reste un mystère. La Terre a survécu à ses premières catastrophes et nous n'en sommes qu'à la première heure de notre journée de 24 heures. La jeune planète est encore très différente de celle que nous connaissons. L'acide contenu dans ces océans les rend corrosifs. L'atmosphère est chargée de gaz toxiques. Malgré l'hostilité apparente de ce monde, de nombreux scientifiques pensent que toutes les conditions étaient réunies pour qu'apparaisse une forme de vie primitive. Il reste très peu de traces des premiers âges de la Terre. Mais les rares vestiges lèvent le voile sur une planète bien plus complexe que nous l'avions imaginé. La variété des roches, la présence d'eau liquide, sont les signes précurseurs d'une vie possible sur une telle planète. Le décor est planté pour le prochain chapitre de l'histoire de la Terre, l'origine de la vie. Qui peut dire si la vie est apparue il y a environ 4 milliards 300 millions d'années? Nous savons par contre que les conditions y étaient favorables. Y avait-il une forme de vie? Sait-on jamais? Dans cet endroit reculé d'Australie occidentale se trouve l'origine de la vie sur Terre. Ces structures en forme de dôme, uniques au monde, sont composées d'une multitude de bactéries microscopiques. Ce sont les restes vivants d'organismes dépositaires de la vie sur notre planète depuis des milliards d'années. Se trouver dans cet endroit où des stromatolites se développent dans la solitude de ce littoral tranquille est un voyage dans le temps à l'époque de la Terre primitive d'il y a 3,5 milliards d'années. L'une des grandes découvertes de notre temps est celle des stromatolites fossiles qui vivaient il y a des milliards d'années. C'est fascinant car cela indique que la vie sur cette planète a évolué très tôt et très rapidement. Ces micro-organismes ont contribué à la transformation totale de notre planète, en créant un monde propice à l'apparition de la vie et de son évolution. La Terre primitive est hostile. Les conditions extrêmes de l'environnement impropres à l'émergence de la vie. Une atmosphère épaisse et perturbée étouffe la planète. Il n'y a pas d'oxygène et la radiation des ultraviolets est mortelle. Le jeune soleil n'est pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Sa faible lumière perce avec peine l'atmosphère toxique. Le gaz carbonique se mélange à l'odeur âcre de l'hydrogène sulfuré.
L'atmosphère épaisse, chargée en gaz carbonique, donnait à la Terre une teinte rougeâtre. Le ciel bleu que nous connaissons n'existait pas. Les océans devaient avoir une couleur vert-olive plutôt que bleutée. Pendant les premiers 600 millions d'années de son existence, notre planète reçoit une pluie constante de comètes et d'astéroïdes. Un bombardement météoritique. Le diamètre de ces missiles atteint parfois 500 km. Sous le cataclysme créé par les impacts, la croûte terrestre se liquéfie. Les océans se vaporisent. Aucun humain n'aurait pu survivre sous ces températures extrêmes et la pluie acide. Pourtant, au milieu de ces turbulences, la première étincelle de vie apparaît. Des milliards d'années plus tard, voici la vie sur Terre. Une incroyable diversité de la faune et de la flore. Pourtant, en des lieux reculés de notre planète, des formes de vie simples subsistent dans des conditions aussi extrêmes que sur la Terre primitive. Deux microbiologistes, Penny Boston et Diana Northup, partent en expédition dans le sud du Mexique afin de découvrir si la vie était possible sur la Terre primitive. Enfouie dans les profondeurs de cette forêt tropicale se trouve une grotte, Cueva de Vilaluz. Cet enfer vivant sur Terre est saturé d'hydrogène sulfuré, gaz abondant au commencement de la vie de notre planète. Pour respirer à l'intérieur de la grotte, Penny et Diana s'équipent de masques à gaz, l'hydrogène sulfuré étant extrêmement toxique. Tu as tout ce qu'il te faut? Les êtres humains ne peuvent survivre longtemps dans une atmosphère remplie d'hydrogène sulfuré. On ne le sent pas. Il rend inconscient et la mort arrive très vite. Les deux biologistes sont ici pour découvrir quelles formes de vie sont capables de survivre dans la grotte. L'exploration est dangereuse. L'hydrogène sulfuré s'échappe de profondes fissures volcaniques, réagit à l'eau et dépose sur les parois de la grotte de l'acide sulfurique concentré. Penny découvre qu'en dépit des conditions extrêmes, une vie primitive se développe. Cueva de Vilaluz est une grotte qui abrite des stalactites formées de colonies de bactéries unicellulaires visqueuses. Ce sont des formations glaireuses et filantes qui ressemblent à des stalactites et qui ont la texture de sécrétions nasales. Nous pensons que la substance gluante sert à protéger ces stalactites de l'extrême acidité ambiante, car les gouttes qui glissent sur elles sont aussi corrosives que l'acide d'une batterie. C'est impressionnant, mais pourtant ces bactéries sont florissantes de santé. Les bactéries sont les organismes les plus primitifs et les plus communs de la Terre. Elles se comportent comme les plantes et les animaux. Elles se développent, s'adaptent à leur environnement et se reproduisent. La cellule bactérienne est dépourvue de noyau, mais elle possède une molécule d'ADN, le code de la vie. Elle se reproduit par simple division, chacune se partageant en deux cellules identiques.
Chaque stalactite est composé de centaines de milliers de bactéries. Dans les eaux souterraines, Penny découvre un tapis de bactéries qu'elle surnomme « boule de flegme ». La grotte abrite toutes sortes de colonies bactériennes. Ces formes de vie primitives prospèrent dans les gaz nocifs. Selon les chercheurs, ces bactéries puisent leur énergie dans l'hydrogène sulfuré qu'elles transforment en acide sulfurique. Ces bactéries vivent dans un environnement similaire à celui de la Terre primitive. Elles pourraient être les descendantes de la première forme de vie apparue sur la planète. Mais d'où vient la première bactérie? Comme toute forme de vie, les bactéries sont constituées de molécules de carbone complexes. Sur la Terre primitive, des molécules de carbone inanimées se sont mises à se reproduire à l'identique, comme par miracle. Qu'est-ce qui les a incitées à produire des répliques d'elles-mêmes et à évoluer en cellules vivantes? C'est peut-être le plus grand mystère de toute la science. Contre toute attente, les chercheurs ont découvert que l'apparition de formes de vie s'est produite peu de temps après la formation de la Terre. Dès sa naissance, la Terre est bombardée par des astéroïdes géants et des comètes. Sur notre horloge de 24 heures, la période du bombardement météoritique la plus intense débute à minuit et se poursuit jusqu'à près de 3h30 du matin. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que la vie était apparue des centaines de millions d'années après la fin de ces attaques massives. Aujourd'hui, ils pensent qu'elle a commencé pendant cette période de bombardement. Car ils ont découvert que la vie était déjà florissante dès 3h57 du matin. Les preuves de l'émergence précoce de formes de vie sont fournies par l'équipe de géologues qui étudie les plus anciennes roches de la planète dans les régions reculées du nord-ouest du Groenland. Stephen Mojisus recherche des traces révélatrices de la plus ancienne forme de vie sur Terre. La géologie du Groenland est unique. Elle recèle les traces de certains des phénomènes les plus anciens de la planète. On estime que les roches elles-mêmes ont entre 3,7 milliards et 3,9 milliards d'années. Dans ces roches qui ont été soumises à d'énormes bouleversements, les fossiles ont probablement été détruits. Aussi Stephen recherche-t-il des traces de vie beaucoup plus complexes. Ces roches ont peut-être contenu à un moment donné des microfossiles, mais compte tenu des conditions de chaleur et de pression exercées sur elles, les fossiles ont dû se désagréger et être détruits. Les seuls vestiges qui nous restent sont des empreintes chimiques d'anciennes bactéries ou de microbes. À l'aide d'une microsonde à faisceau d'électrons très puissante, Stephen Mojisus découvre que les roches du Groenland ont une teneur en carbone 12 plus forte qu'il ne le pensait. Ceci indique que la vie existait déjà à l'époque où ces roches se sont déposées, il y a plus de 3,8 milliards d'années. C'est la plus ancienne trace de vie jamais découverte.
Nous avons été surpris de trouver des traces de vie anciennes dans ces roches. Nous ne savions pas s'il y en aurait, car même si le décor est installé, ça ne signifie pas que les acteurs sont là. Ces échantillons sont la première preuve directe de la présence d'une biosphère sur notre planète. Si la vie est apparue si tôt dans l'histoire de la Terre, d'où viennent ses composantes? Peu après sa formation, notre planète entre en collision avec un corps géant. Les couches externes de la Terre se vaporisent entièrement, donnant naissance à notre Lune. Toutes les molécules complexes de carbone existant sur Terre ont certainement été détruites par la violence de l'impact. Selon une théorie qui fait rapidement des adeptes, les molécules seraient livrées déjà constituées directement de l'espace intersidéral. L'espace n'est pas très éloigné. Il n'est qu'à environ 20 km dans cette direction. C'est à proximité et l'espace est vaste. Les astronomes pensaient que l'espace n'était que du vide. Mais l'astrobiologiste Dan Brownlee a su prouver que les composantes de la vie sont très répandues dans l'espace et qu'elles tombent régulièrement sur Terre. 40 000 tonnes de morceaux de comètes et d'astéroïdes tombent sur Terre chaque année, essentiellement sous forme de particules d'une taille inférieure à 1 mm. Nous les respirons, elles sont présentes dans notre nourriture, mais elles sont difficiles à trouver, sauf dans des endroits bien précis. Pour disposer d'échantillons purs, il est primordial de capturer les particules avant qu'elles ne traversent l'atmosphère, qui les contaminerait. Afin de recueillir quelques milligrammes parmi les milliers de tonnes de débris qui tombent sur Terre chaque année, Dan Brownlee affrète un ancien avion espion, un ER-2, pour voler à près de 20 000 mètres d'altitude, à la limite de l'espace sidéral. La poussière cosmique est recueillie par des tampons collants situés sur le haut des ailes. Sur Terre, les confrères de Don Brownlee coupent les particules en lamelles très fines avant d'en faire l'analyse chimique. Chaque particule a une épaisseur inférieure au dixième de celle d'un cheveu. Don découvre que ces particules sont riches en molécules de carbone. L'examen au microscope électronique dévoile toute une gamme de minéraux, de carbone et de matière organique, âgés de 4 milliards 550 millions d'années, que nous tenons pour les composantes de la vie. Des quantités astronomiques de débris datant de la création du système solaire flottent encore dans l'espace. La plupart d'entre eux sous la forme de morceaux de rochers en orbite dans la ceinture d'astéroïdes. Une météorite très particulière, tombée en 1969 à Murchison, en Australie, est une pièce maîtresse qui confirmerait l'origine cosmique des ingrédients nécessaires à la vie. It's a gold mine, this little chunk of meteorite which fell on Australia last year. For the past 6 months, they've been taking it apart and have discovered it contains amino acids, the building blocks of life. C'est la première fois que l'on détecte la présence d'acides aminés dans un corps céleste. Les acides aminés sont des molécules de carbone qui, combinées, entrent dans la composition des protéines vitales pour tout organisme vivant. Depuis 20 ans, Michael Zolensky de la NASA fait des recherches sur la météorite de Murchison. Selon sa théorie, des météorites de ce type étaient si répandues dans l'histoire primitive de la Terre qu'elles ont pu libérer d'énormes quantités d'acides aminés venus de l'espace.
Cette pierre contient assez de matières organiques pour que l'on suppose que des météorites de ce genre ont fourni à la jeune Terre toute sa gamme de substances organiques. Tout le carbone contenu dans notre corps et notre nourriture sont arrivés sur Terre dans des chondrites carbonées comme celle-ci. Les météorites contiennent plus de 70 variétés d'acides aminés, parmi lesquels 8 sont les composants fondamentaux des protéines des cellules vivantes. Pendant le bombardement météoritique, aux premières heures du matin, des milliards d'astéroïdes et de comètes ont probablement ensemencé la Terre des graines de la vie. Les comètes ont sans doute libéré de plus grandes quantités d'acides aminés que les météorites. Jusqu'à un quart de la masse de certaines de ces boules de glace et de poussière de la taille d'une montagne aurait pu être composée de matières organiques. Mais quand une comète géante tombe sur Terre, ces composés de carbone sont-ils assez résistants pour supporter la violence du choc? C'est bon, arrête. Jennifer Blank, géophysicienne, met au point une expérience unique afin de tester la résistance des acides aminés au traumatisme d'un impact. Au moyen d'un imposant canon à gaz, elle simule les pressions et les températures extrêmes que subit une comète quand elle s'écrase sur Terre. Nous voulions savoir si les matières survivraient ou se fragmenteraient. Nous avions l'espoir qu'une partie résisterait. Nous avons pensé que les fragments qui ne survivraient pas se briseraient encore plus petits. Mais ce que nous avons découvert est encore plus fascinant. Dans l'expérience de Jennifer, le canon tire un projectile à la vitesse de 16 000 km/h vers une cible échantillon, représentative des molécules organiques contenues dans une comète. L'échantillon est une solution de 5 acides aminés différents, parmi lesquels du glycocol et de la proline, éléments présents dans toute cellule vivante. Le mélange est ensuite inséré dans une capsule d'acier trempé. L'impact créé par le canon enverra une onde de choc dans la capsule, simulant ainsi les températures et les pressions extrêmes d'un impact cométaire. Il est difficile d'imaginer le genre de pression que nous générons pour ces expériences. Au fond de l'océan, les pressions sont de 100 atmosphères. Ici, elles sont de l'ordre de centaines de milliers de fois les pressions atmosphériques. L'expérience de Jennifer Blank apportera-t-elle la preuve définitive que les composantes de la vie viennent de l'espace sidéral? Évacuez la pièce. Vas-y. 3, 2, 1. La capsule d'acier est intacte, mais son contenu a-t-il résisté au choc? La solution d'acides aminés clairs à l'origine est devenue d'un brun bitumeux. À l'analyse chimique, Jennifer découvre que la matière a non seulement résisté à la pression colossale du choc, mais qu'elle s'est aussi transformée en un nouveau composé. L'énergie dégagée par l'impact a fait fusionner les acides aminés en peptides, stade intermédiaire de la formation d'une protéine.
De nos petits composés originels, comme cet acide aminé simple, nous sommes passés, grâce à l'énergie dégagée par l'impact, à la formation de molécules plus grandes, comme celle-ci. C'est un peptide. Cela démontre que l'énergie de l'impact peut servir à former de grandes molécules à partir de composants des plus simples. L'expérience de Jennifer Blank prouve d'une part que les molécules organiques sont capables de survivre à un impact, et d'autre part que les énormes pressions qui entrent en jeu peuvent produire des molécules complexes, un pas de plus vers l'origine de la vie. Pourtant, la façon dont ces molécules de carbone ont donné la vie et à quel endroit reste un mystère. Certains chercheurs suggèrent que ces molécules de carbone primitives se sont infiltrées dans des fissures de la croûte terrestre et que c'est là, dans les profondeurs, à l'abri des radiations solaires mortelles, que le miracle de la vie s'est produit. James Hall, un microbiologiste de l'université de Princeton aux États-Unis, se rend dans l'une des mines les plus profondes de la planète. En faisant des recherches entièrement nouvelles, il découvre que la vie microbienne est capable de survivre à des profondeurs bien plus grandes qu'on l'avait imaginé. Et cette mine, en Afrique du Sud, le conduit à plus de 3 km de profondeur dans la croûte terrestre. Il faut 45 minutes pour descendre au plus profond de la mine. En bas, toute forme de vie est confrontée à des conditions extrêmes. La température de la roche est de 50 degrés Celsius. La pression de l'air est le double de celle de la surface. Morning. À 3 km sous terre, James Hall et ses confrères ne peuvent descendre plus bas. Ici, toute vie microbienne se développe sans la lumière du soleil. La seule source de nourriture est un régime à base de molécules issues de la roche environnante. On a observé que des micro-organismes sont capables de tirer leur énergie de ces molécules et de vivre sans l'aide de la photosynthèse. Si nous réussissons à prouver que cette règle s'applique ici, ce serait très intéressant, car ceci ajouterait de la crédibilité à la théorie selon laquelle la vie aurait pu trouver ses origines dans les profondeurs du sous-sol. En taillant dans la roche, les mineurs percent de très vieilles réserves d'eau, un paradis pour les micro-organismes. Les techniques de datation de la radioactivité établissent que cette eau est âgée de 200 millions d'années. Pourtant, elle regorge de bactéries. Nous ne savons pas comment des organismes sont capables de vivre dans ces environnements extrêmes. Les substances nutritives sont rares. Ils ne peuvent les utiliser et les transformer à l'infini pour survivre. Pourtant, ils le font. La question est comment ? Dans son laboratoire de fortune, près de la mine, James recrée l'environnement souterrain des microbes. À 3 km sous terre, les roches ne contiennent pas d'oxygène. Aussi doit-il extraire toute trace de ce gaz de ses éprouvettes. Cette expérience a pour but de découvrir la source d'énergie de ces microbes. Après avoir stérilisé les éprouvettes et les avoir entreposées sous une tente privée d'oxygène, James Hall mélange les bactéries à divers produits chimiques. Dans les profondeurs de la Terre, on trouve du méthane, de l'éthane et du propane à profusion. Pour vous et moi, ce n'est pas un régime appétissant, mais ces organismes semblent s'accommoder de cette nourriture gazeuse pour survivre. Leur stock de nourriture est si limité
que les bactéries n'en retirent que l'énergie suffisante pour se diviser et se reproduire une fois tous les 1000 ans. Depuis l'apparition de la vie, l'ADN de ces microbes n'a dû s'altérer que très peu. Si on peut les isoler et étudier leur ADN, ce serait peut-être un retour dans le passé qui remonterait jusqu'à leur origine. La recherche de James Hall n'en est qu'à ses balbutiements. Pourtant, cette expérience unique démontre que la vie aurait pu apparaître dans les profondeurs de la croûte terrestre. À l'époque du bombardement météoritique, la croûte terrestre n'est peut-être pas le seul endroit porteur de vie. Les profondeurs de l'océan étaient-elles un milieu favorable ? L'activité volcanique était plus intense que de nos jours. Des substances chimiques sorties des entrailles de la Terre se déversaient-elles dans les océans? Dans les années 1970, des océanographes découvrent des cheminées volcaniques dans le fond de la mer. Ils sont surpris de découvrir une vie microbienne primitive florissante, en dépit des températures excédant 100 degrés, des éruptions acides et d'une absence totale de lumière du soleil. Les microbes semblent tirer leur énergie de l'hydrogène sulfuré toxique émis par les cheminées. Sur la Terre primitive, les bactéries auraient pu survivre dans des environnements similaires. Si les bombardements n'affectaient que la surface de la Terre, les organismes vivants devaient se trouver dans ce genre de communauté hydrothermale rassemblée autour des cheminées, où l'eau, les substances nutritives, la chaleur et la nourriture se présentent sous la forme d'énergie chimique. Nous avons découvert que des organismes recueillis à notre époque dans ces environnements ont des propriétés génétiques semblables aux premiers organismes qui devaient exister sur Terre. Sur notre horloge de 24 heures, il est maintenant 5 heures du matin. Le bombardement météoritique est terminé. La plupart des débris présents dans le système solaire ont été balayés. Les impacts sur la Terre se font moins violents. La vie microbienne peut enfin sortir de ses cachettes protectrices. Elle commence à fleurir en surface, profitant de la puissance d'une nouvelle source d'énergie, le Soleil. Ces bactéries développent un pigment vert, la chlorophylle, qui leur permet d'absorber l'énergie du Soleil par la photosynthèse et de transformer le gaz carbonique en hydrate de carbone. La Terre se refroidissant, cette nouvelle génération de cellules se répand dans tous les océans. D'immenses colonies de dépôts verts envahissent le monde. La plus grande mutation de l'histoire de notre planète est en marche. Sur notre horloge, il est maintenant 5h45 du matin. La Terre est guérie des chocs du bombardement météoritique et une vie microbienne primitive colonise rapidement les jeunes océans. Les meilleurs vestiges de la vie primitive se trouvent dans l'un des lieux les plus reculés de la planète. Ces rochers n'ont pas changé depuis 3,5 milliards d'années. Ici, il est encore possible de fouler la surface de la planète primitive. Parmi ces rochers se cache dans un lieu secret l'une des plus grandes découvertes géologiques de tous les temps. Ce sont les plus vieux fossiles du monde, environ 3,5 milliards d'années. Ils sont composés de stromatolites et sur cet escarpement, il existe deux types de structures formées par ces créatures.
Nous avons d'un côté ce tapis noir à la texture plissée et de l'autre des dômes plus grands qui composent ces larges structures. La seule explication à leur formation est la croissance microbienne. Ces stromatolites fossilisés sont constitués d'anciennes colonies de bactéries. À proximité, les empreintes de rides aquatiques dans les fossiles suggèrent que ces bactéries vivaient dans une eau peu profonde. Ici, nous avons une structure plus petite que nous appelons oreille de Mickey. C'est une belle forme à double branche. Seules des créatures vivant au fond de l'océan sont capables de laisser de telles marques. À 800 km de leurs vestiges fossilisés, on trouve encore aujourd'hui les mêmes organismes vivants. Dans les eaux peu profondes de Shark Bay, sur la côte occidentale de l'Australie, ces stromatolites actuels sont en voie de formation. C'est un paradis pour ces structures. L'eau de mer, 2 fois plus salée que la normale, décourage la venue de prédateurs avides de bactéries. Ces grands stromatolites ont une base essentiellement rocheuse. La seule partie vivante est une fine couche en surface. Elle est composée de bactéries microscopiques d'une couleur bleu-vert appelées cyanobactéries. Ces cyanobactéries, ainsi nommées d'après la couleur de leurs cellules, puisent leur énergie du soleil, grâce à leur activité photosynthétique. Elles sécrètent une sorte de gélatine pour se protéger des rayons ultraviolets. Tandis que de minuscules particules de poussière et de sédiments se déposent sur les cellules collantes, les bactéries migrent en surface afin de s'exposer à la lumière. Les couches de sédiments s'empilent d'environ 1/2 millimètre par an. Sur des milliers d'années, elles créent ces structures en forme de dôme. Ce qui est étonnant chez les stromatolites, c'est la taille minuscule des micro-organismes qui les composent. Si on compare les structures qui m'entourent aux dimensions des bactéries qui les constituent, elles sont gigantesques. C'est comme si les hommes construisaient un gratte-ciel de 105 km de haut sur 70 km de large. Ce sont des structures énormes. On a découvert des stromatolites de formes et de tailles diverses, fossilisés dans la roche. Ceci suggère qu'il y a 3,460 milliards d'années, les stromatolites avaient vécu suffisamment longtemps sur la Terre pour évoluer en une variété de colonies bactériennes différentes. Il n'est que 5h45 du matin, et la transformation la plus significative de notre planète est sur le point de débuter. Les stromatolites se répandent sur toute la planète. Ils puisent leur énergie en absorbant la lumière du soleil et le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère. Ce faisant, ils libèrent un gaz qui allait changer la planète entière, l'oxygène. Au commencement, la totalité de l'oxygène est absorbée par les océans. Des volcans immergés déversent de la lave qui contient du fer. Il se dissout dans l'eau de mer et une réaction chimique avec l'oxygène s'ensuit. Il tombe au fond de l'océan sous forme de particules microscopiques d'oxyde de fer. Pendant 700 millions d'années, la planète rouille littéralement. Tout le fer se transforme en oxyde, édifiant couche après couche les dépôts minéraux les plus importants de la Terre, le minerai de fer. Voici l'une des plus grandes exploitations de minerai de fer au monde. À l'origine, le fer s'était déposé au fond d'un ancien océan.
Des milliers de ces couches de minerais de fer très anciennes sont exposées à ciel ouvert dans les gorges de Karigini, à une quarantaine de kilomètres de la mine. Comme la température de l'eau varie selon les saisons, le volume d'oxygène produit par les cyanobactéries fait de même. Diverses quantités d'oxyde de fer se déposent à différentes périodes de l'année, créant ainsi des couches distinctes dans la roche. C'est un phénomène à l'échelle de la planète. De grandes quantités de minerais de fer se sont déposés de la même façon sur la Terre entière. Sur notre horloge, il est 13 heures. Il aura fallu 7 heures pour que tout le fer sorte des océans. N'ayant plus de réaction chimique avec le fer, l'excès d'oxygène produit par les stromatolites commence à s'accumuler dans l'atmosphère. Lentement mais sûrement, la planète se transforme. Dans les 8 heures qui suivent sur notre horloge, la teneur en oxygène produit par les microbes atteint presque son seuil actuel, 21%. Il est 21 heures. Sans les cyanobactéries, il n'y aurait pas d'oxygène sur la planète. La Terre serait encore enveloppée de gaz toxiques. Il n'y aurait ni plantes, ni animaux, et l'homme n'aurait jamais vu le jour. L'oxygène sert aussi à protéger la vie contre les rayons ultraviolets mortels du Soleil. Les molécules d'oxygène commencent à se libérer dans la haute atmosphère. Ainsi naît la couche d'ozone. L'une des incroyables propriétés de la couche d'ozone est qu'elle fait écran, comme une crème solaire sur la peau. Elle filtre les radiations nocives. Protégée par la couche d'ozone, la vie peut enfin évoluer en organismes beaucoup plus complexes. L'évolution de toutes les autres formes de vie sur notre planète ne représente que les 3 dernières heures de notre journée de 24 heures. Le premier organisme multicellulaire émerge à 21h06. Le premier poisson à 21h22. Les insectes à 21h40. Les reptiles à 22h20. À 22h50, les dinosaures foulent le sol de la planète. Les premiers primates apparaissent à 23h40. Et dans les 30 dernières secondes, c'est au tour de l'homme. De minuscules bactéries ont dominé le monde pendant 3 milliards d'années, les 2 tiers de l'histoire de la Terre. Ce n'est qu'à l'avènement de la vie sur la planète, dans les derniers 10% de l'histoire de la Terre, que nous sommes capables de voir la vie de nos propres yeux. Avant, elle était principalement invisible. La quantité d'oxygène produite par ces petites créatures pendant 1 milliard ou 2 milliards d'années a été suffisante pour changer l'atmosphère de la planète. La vie multicellulaire, les animaux, les plantes, leur environnement n'ont été rendus possibles que par la tâche fastidieuse des bactéries qui ont oxygéné l'atmosphère. Ces micro-organismes ont transformé la planète entière. Sans eux, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister.